Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et c'est une joie, comme tous les soirs, de vous accueillir entre 18h et 20h avec Philippe David. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, chère Cécile. On est ravis de vous accueillir avec autour de cette table aujourd'hui Éric Revel, journaliste et écrivain. C'est Éric Vellereux. Exactement. Non, mais attendez, on va se foutre de moi parce que j'ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Sang-Froid Germain et pas François Germain. Ouais, ben très voilà. joli. Bah, c'était pas. Voilà. Au moins, ça a fait rire tout le monde. Très élégant. Et c'est passé comme ça. Pam. Terminé. En tout cas, ce livre, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, qui est toujours bien entendu dans toutes les bonnes librairies, absolument. Ouais. Jusqu'à Noël, au moins. Jusqu'à Noël, ouais. Je fais pas mal de salons. Je suis enfin dans le 16e arrondissement de Paris, pour ceux qui sont à Paris, samedi. Parfait. C'est à la mairie. C'est à la mairie du 16e. D'accord. Ouais. Et vous signez, vous dédicacez. Ouais. Ah ouais, ok, très bien. À partir de quelle heure? 14h. 14h, très bien. Venez avec des gâteaux, il adore les gâteaux. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Vous savez que j'ai 30 ans depuis hier, vous ne m'avez pas souhaité mon anniversaire. Happy birthday to you, Michael. Happy birthday to you. Voilà, parce que si vous ne chantez pas au même moment de la chanson, ça crée des... Ah, j'avais pas de retour dans le casque. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'attendais votre texto, Cécile. Voilà, j'étais affalé comme ça sur mon lit en regardant mon téléphone. En me disant, vais-je recevoir le texto de Cécile? Il n'est jamais venu. Non, en fait, alors vraiment un bon anniversaire, Mickaël. Alors, Mickaël, moi je ne crie pas avec la meute. C'est-à-dire que tout le monde a dû vous envoyer des bons anniversaires hier. Oui, c'est plus remarqué le lendemain. Voilà, il faut se démarquer. Oui, donc en tout cas, on vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est super gentil. J'espère que vous n'oublierez pas le mien, du coup. Voilà, je dis ça. C'est quand Oh, bah, ça y est, c'était dans longtemps. Le 16 septembre. Voilà. Ah, vierge, c'est ça, 16 septembre? Absolument, oui. vierge. D'accord. Signe d'eau. Vierge folle. Ah oui, d'accord. Voilà, mais j'ai eu 22 ans. Allez, on va vous offrir un très joli cadeau. Donc c'est le moment pour nous de jouer avec vous, ou de jouer avec nous sur Sud Radio pour gagner une enceinte Bluetooth The One Plus du fabricant américain Klipsch. Son nouveau look. C'est dommage. Quoi? C'est les jeux Toonies cette semaine. Exact. Pour les enfants. Écoutez, moi je lis bêtement ce qu'on m'écrit. Ah, c'est terrible. Ah voilà, c'est Toonies, donc on recommence. Vous savez, on va recommencer l'émission depuis le début, ça ne me dérange pas. Allez, parce que là il y a un problème. On revient même à... Relancez le Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Bon, nos vraies voix, on s'en fout, on en a déjà parlé. C'est bon, l'autre il a 30 ans, il nous a saoulés. Allez, merci. Allez, c'est le moment de jouer avec nous et là on rigole plus. Allez, Sud Radio vous offre une boîte Tony Box 2 de Tony's, qui est la boîte à histoire sans écran pensée pour les enfants de 1 à 9 ans. Et ça, c'est un très joli cadeau. On n'arrête pas de vous le dire pour Noël. Et vous pouvez retrouver en tout cas les figurines et les aventures des héros préférés de vos enfants. Disney, la Patte Patrouille, Petit Ours Brun et bien d'autres. Et ça s'appelle Tony Box 2. C'est l'audio qui fait grandir. Pour le remporter pour vos enfants, c'est facile. Vous envoyez un SMS, vous écrivez Sud dessus, S-U-D, et vous l'envoyez au 7 20 18. Et on vous promet que cette émission finira sur de bons rails, si on peut dire. Voilà, allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Ce modèle permettra de renforcer nos capacités, de donner une nouvelle épaisseur aux armées et à la jeunesse, de diffuser l'esprit de défense, d'endurcir l'esprit de résistance de la nation. Le service national va débuter à l'été 2026 et nous augmenterons progressivement les effectifs. 3000 jeunes seront choisis pour effectuer le service national à l'été 2026 et les promotions augmenteront progressivement pour atteindre 10 000 jeunes incorporés en 2030. L'ambition que je porte pour la France est d'atteindre 50 000 jeunes en 2035. Ceci sera à adapter en fonction de l'évolution de la menace. Les vraies voix Sud Radio.
Et à la question du jour, instauration d'un service militaire volontaire, les jeunes sont-ils encore patriotes? Vous dites non à 86%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et en tout, va faire réagir Éric Revel sur cette annonce du président de la République. Ouais, avec le ton qu'a employé le président de la République, j'avais envie de conclure, puisqu'il parle de 2035, en disant « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Voilà. C'est ça. Il avait un peu le ton. On se croirait à la messe, ouais. là. Voilà. Alors, je trouve que c'est une bonne initiative. Moi, je vous le dis comme je le pense, parce que, bon, menace ou pas, le monde est dangereux de toute façon. Ça peut recréer un sentiment national. J'ai du mal à croire à ce chiffre, Philippe. 86% de nos jeunes ne se sentent pas... Non, c'est le sondage Sud Radio, qui n'est pas un sondage, hein, c'est la consultation sur Twitter. Hein. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai toujours pensé, même si ça coûtait extrêmement cher, que quand Jacques Chirac a supprimé le service militaire, c'était une énorme erreur. Pas parce qu'on est pro-militaire, ou c'est même pas ça le sujet. C'est que c'était un brassage des populations absolument incroyable. Ces jeunes se rencontraient, il y avait les 3 jours avant d'être incorporé, on choisissait son arme. Bon, moi je pense on passait son permis, on passait même d'autres diplômes. Hein. On pouvait être mécanicien, on pouvait son permis poids lourd, etc. Moi, je pense que c'est une bonne initiative d'Emmanuel Macron. Alors, je suis pas dupe non plus de la séquence politique, etc. Mais voilà, je trouve que ça peut permettre à la nation de nouveau, même si c'est embryonnaire, même si 3000, bon, c'est pas énorme, ils seront payés 800 € par mois. C'est ça. Mais sur ils seront blochis et nourris, logés. Hein. Bon, moi, écoutez, je trouve que, voilà, j'applaudis pas souvent Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est une bonne mesure. Mickaël Sadoun, pardon. D'abord, je me permets de noter qu'il y a une certaine ironie à voir Emmanuel Macron faire la promotion du service militaire, alors qu'il était celui qui, au départ, avait restreint le budget des armées, quitte à se fâcher avec le général de Villiers, qui était d'ailleurs parti suite à son engueulade avec Emmanuel Macron. Ensuite, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je trouve qu'il n'y a que des points positifs à ce service militaire. Ça correspond à un besoin de la nation, et ça correspond, je crois, aussi à un besoin de cette génération qui a besoin d'engagement, de sens, de collectif, d'un cadre, d'une autorité. Donc, je n'y vois que des points positifs. J'irai même plus loin, j'aimerais que ce service militaire soit obligatoire et non pas optionnel, puisque les intérêts du service militaire ne sont présents que dans la mesure où il est obligatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la nation qui est brassée dans le même endroit. Quand ça a été annoncé lundi, j'avais dit, moi je suis pour un service militaire obligatoire. Je suis entièrement d'accord. Et pour les garçons et les filles. Pour les deux sexes, j'ai aucun problème là-dessus. Non, je crois que c'est une bonne nouvelle. Après, il faut voir l'application. Il faut voir comment ça va se passer. Est-ce que les jeunes appelés, vous me permettrez de les appeler comme ça, ou les jeunes volontaires plutôt, ne vont pas être trop chronophages pour les équipes de l'armée qui sont déjà en effectif plutôt réduit? Parce qu'il faut savoir une chose, j'ai lu, la formation aura lieu en 1 mois. 1 mois, c'est extrêmement rapide. À l'époque où on faisait le service militaire, Éric Revel et moi-même l'avons fait, vous étiez trop jeune, Mickaël Sadoun. Nous, on avait minimum 2 mois de classe, et si on était gradé officier, sous-officier, ou avec un poste technique, on avait 4 mois, voire 4 mois, presque 5 mois de classe selon ses affectations. Moi, j'ai fait 4 mois et 3 semaines d'instruction sur 12 mois. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mais il fallait vous expliquer longtemps, non? Donc, je trouve que 1 mois, c'est... Et pourtant, il comprend vite. Et je trouve que très bonne mémoire. Oui, 1 mois, c'est très rapide. Et je demande à voir. Mais sinon, entièrement d'accord, c'est une bonne chose. Puis il y avait des formations en amont. Moi, j'ai fait une PMS, une préparation militaire supérieure à Vincennes. On va en parler dans quelques instants. Et d'ailleurs, on va poser la question à notre équipe à Sud Radio, puisqu'on a 2 jeunes qui travaillent avec nous. Savoir si effectivement eux-mêmes... on sait pas. Et puis on reviendra effectivement sur l'organisation, parce que sachant que toutes les casernes aujourd'hui et tous les bâtiments ont été transformés, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes? On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Éric Revel est avec nous, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, et qui sera en dédicace à 14h à la mairie du 16e arrondissement, si vous êtes parisien, samedi. Samedi, absolument. Voilà. Samedi 29 novembre. Voilà, absolument. Oui, c'est pas samedi 14 août. Oui, c'est sûr. J'imagine que c'est dimanche samedi. Avec jour de l'anniversaire de Maxime qui est en régie aussi, il faut le dire. Et donc, vous connaissez les anniversaires de tout le monde, sauf le mien, en fait. Il vient de me le partager. On est né à 3 jours d'écart. Voilà. C'est dingue. On vit des choses ici, c'est ouf. Mickaël Sadoun est avec nous et on revient sur cette information d'Emmanuel Macron qui a annoncé donc la création d'un service national volontaire de 10 mois
entièrement tournée vers la préparation militaire. Et on a autour de cette table, c'était intéressant d'en parler, les équipes de Sud Radio qui travaillent en tout cas sur les vraies voies, en l'occurrence François-Louis Bourdou qui est avec nous. Vous avez quel âge, François-Louis ? Moi j'ai 22 ans. 22 ans. Vous avez 22 ans. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous engager ? Eh ben, moi je trouve que c'est plutôt une idée assez bonne qu'a eu Emmanuel Macron, et je serais pour un engagement à titre personnel. Si on me posait la question, et si vous me posez la question, je répondrais oui. Ça tombe bien, je voulais poser les questions. Avec un 3 lettres. Est-ce que vous l'avez posé ou pas ? Vous faites partie des 3000 premiers. Oui. Allez, dis-moi. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une chance qu'on nous donne, peut-être déjà de découvrir un milieu qui nous est pas toujours familier. On ne s'entraîne pas tous les jours à se battre, à se défendre, à manipuler peut-être des armes à feu. Toutes ces choses, on manipule les armes à feu à l'armée. Toutes ces choses qu'on nous apprend pas forcément, on peut le faire de manière encadrée avec d'autres jeunes qui ont à peu près notre âge. Et je pense que c'est une bonne façon vraiment même pour certains jeunes parfois, d'avoir de la discipline, un peu de rigueur aussi. Peut-être que certains en ont besoin, peut-être que certains en manquent, peut-être que certains en recherchent. Et je pense que ça peut être intéressant. Antoine Dizy, qui était qui travaille dans l'équipe de Sud Radio. Antoine, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Antoine, est-ce que c'est un projet qui pourrait vous intéresser aussi ? Moi, personnellement, si on me proposerait aujourd'hui de le faire, je refuserais. Je dirais non à 23 ans. Pourquoi ? Parce que je me vois mal mettre ma vie professionnelle, personnelle en suspens pendant 2 mois pour aller faire ça. 10 mois. 10 mois, ouais, c'est 10 mois, oui. Ah bah justement, 10 mois. 10 mois, ouais, encore plus pendant 10 mois alors. Encore plus pendant 10 mois, mais je trouve quand même que c'est quelque chose de bien, parce que ça peut donner la chance à des jeunes qui sont pas forcément bien chez eux ou qui ont des mauvaises fréquentations ou quoi, de pouvoir faire ça pour 800, 900 euros par mois. Je trouve ça bien, ça leur laisse une chance. Et donc je trouve ça quand même bien, mais personnellement je le ferai pas. Ah voilà, merci pour votre témoignage. Et puis on revenait aussi sur la façon de l'organiser. Et nous, vous ne nous interrogez pas. Non, mais on le sait. Mais c'est aussi de s'interroger comment on va gérer tous ces gens. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va les loger, où est-ce que l'organisation, puisque tout aujourd'hui est à l'arrêt. On a vendu nos casernes. Bah c'est ça. On les a transformés. Bah, ça a arrangé, on fait du préfabriqué, on peut faire des choses vite. Bon, on est quand même en France, hein. Je sais pas si j'ai trop de confiance encore dans ce pays, mais on est quand même capable de construire des casernes, je dirais, de fortune ou un peu rapide. Bon, ça, je leur fais confiance. S'ils mettent les moyens dedans, ce sera fait. Hein. Dans une caserne, on peut mettre un bâtiment en préfabriqué, ça ne doit pas être trop compliqué. Ouais, après, il faut voir l'aspect chronophage pour les engager. Mais il y a une très bonne nouvelle dedans, c'est qu'on va pouvoir avoir, moi je pensais qu'en 10 mois on mettrait surtout des deuxième classe, première classe éventuellement, mais non, on pourrait être officier pour les gens qualifiés, que ce soit des ingénieurs, etc. Ils pourront donc être aspirants, qui est le seul grade qu'un appelé pouvait avoir en tant qu'officier, et ils pourront être a priori sergent ou maréchal des logis selon l'arme, c'est-à-dire sous-officier, ou alors éventuellement caporal-chef, brigadier-chef selon les armes. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a besoin d'avoir des cadres parce que regardons une chose, on va envoyer les engagés au Mali, enfin on n'y est plus ou ailleurs, mais par exemple pour faire sentinelle dans Paris, j'ai régulièrement vu les bérets verts de la Légion étrangère et je me dis que c'est pas le boulot de la Légion étrangère de patrouiller dans les rues de la capitale. Si on met des appelés, c'est très bien. C'est ça l'idée, c'est de remplacer ceux aujourd'hui qui sont des militaires de carrière dans les patrouilles sentinelles par des jeunes formés qui resteraient sur le territoire national. Le chef de l'État l'a dit. Et comme ça, ça permet d'alléger, de rendre les militaires de carrière opérationnels en cas de sujet de conflit. Messieurs, je vais vous faire réagir sur le tweet de Manon Aubry ce matin sur X qui a dit Emmanuel Macron veut mettre la jeunesse au pas avec le retour du service militaire. 10 mois de service payé moins que le SMIC. Le président n'a rien de mieux à offrir à la jeunesse que de se préparer à mourir pour ces guerres. Quel gâchis. Ma pauvre Manon Aubry, qu'est-ce que je vous dise Qu'est-ce que je peux dire en restant décontracté, correct, mettre la jeunesse au pas. Est-ce qu'on doit être choqué qu'effectivement ce soit moins payé que le SMIC ? Je vais vous dire une chose. Alors je vais quand même mettre un peu les points sur les i. Ces gens sont révoltés, parfois ils ont raison, quand on les traite de partis de l'étranger. Voyez, mais quand vous dites, mais non, on n'a pas besoin de se défendre, on met notre jeunesse au pas, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire que vous préférez l'extérieur à la nation française ? C'est ça que vous dites dans votre tweet ? Moi, je trouve ça irresponsable. Voilà. Non, mais c'est sûr que toute expression de la souveraineté nationale est insupportable pour cette gauche.
Bon, moi je pense qu'elle travaille pas pour l'intérêt des jeunes, qui sont pourtant pléthores dans l'électorat de LFI. Moi je pense que vraiment l'intérêt des jeunes, c'est pas, je dis pas ça en l'air, je dis ça parce que je me prévaux souvent de ça, je suis intervenant dans le supérieur. Donc je les côtoie, les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ça leur ferait, je vous assure, beaucoup de bien que de se soumettre un petit peu à une autorité qui n'est pas malveillante, qui est très certainement dur, mais qui n'est pas malveillant. C'est un travail surtout. C'est pas un travail, c'est un engagement. C'est un engagement, c'est bien sûr, c'est un lien avec la patrie, c'est autre chose. Et puis surtout, rappelons que c'est moins que le SMIC, mais c'est logé, blanchi, nourri. Donc ça vous fait quand même une augmentation de salaire. Parce que c'est sûr que quand vous êtes deuxième classe ou caporal, vous êtes chef de chambre, vous êtes à 6-7 dans la chambre, il n'y a pas une grande intimité. Mais après, si vous êtes sous-officier ou officier, vous avez votre propre chambre et vous avez quand même le repas, le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner, ça fait de l'argent en plus parce que non mais c'est vrai. On voit que Philippe aime la bouffe. Il y a le repas, le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner. Non, alors j'y allais rien pour ça. Et la collation. Non, et vous savez que j'ai eu une chance extraordinaire dans mon service militaire. J'ai eu un premier régiment où on mangeait mais extrêmement mal. Et après, quand j'étais au mess, on avait le chef qui avait été élu meilleure messe de France. Il paraît que ça picolait à l'armée. On mangeait extraordinairement bien. Non, pas c'est vrai. Gainsbourg disait qu'il avait appris à boire à l'armée. Et à fumer surtout, parce qu'à l'époque, il donnait des paquets. Vous donnez de bons exemples. Là. Merci beaucoup, messieurs. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. T'arrêtes de gueuler, René. On n'y croit pas. T'arrêtes de gueuler, bordel. Et à Toulouse, une élue sort un mégaphone en plein conseil municipal. Oui, Cécile, on va écouter ça juste avant que je commence. Voilà. Alors, on pensait avoir une fois de plus tout vu, mais visiblement non. À Toulouse, scène totalement surréaliste, vous venez de l'entendre, en plein conseil municipal, une élue sort un mégaphone en pleine séance officielle. L'élue s'appelle Odile Morin. Elle est d'ailleurs assez connue pour ce genre d'intervention. Elle a exigé qu'on ouvre les fenêtres pour éviter le Covid, pendant que la majorité lui répond qu'il fait déjà un froid de canard. Eh ben, elle continue, il y a une suppression de séance, mais pour autant, Odile Morin continue d'intervenir, une suspension de séance, et malgré tout, malgré que monsieur le maire ait suspendu la séance, elle est continue d'intervenir au mégaphone. Ça a rendu une scène totalement surréaliste, on vient de l'entendre. Voilà. Moi j'ai regardé la vidéo quand j'ai vu ce matin, je l'ai envoyé à l'équipe des vrais voix, parce que voir la personne qui prend un mégaphone en plein conseil municipal alors qu'elle a un micro à quelques centimètres de sa bouche, ça m'a fait penser, comme c'est place du Capitole, en plus à Toulouse, aux manifs qui passent parfois place du Capitole avec les gens avec le mégaphone. J'ai trouvé ça très drôle. Je sais pas pourquoi. Je voulais juste rajouter une chose, parce que notre ami Joseph, qu'on connaît bien à Sud Radio, ça m'était sorti de la mémoire, il rappelait que lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon, donc le patron de Madame Aubry, il était pour le service militaire obligatoire. Ah, vous êtes au sujet d'abord, d'accord, ok, très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais il l'a dit avec un mégaphone. Mais elle n'a pas dû entendre, puisqu'elle considère que le service militaire, c'est mettre la jeunesse au pas. Mais il faut qu'elle appelle vite fait Jean-Luc Mélenchon, quand même, très vite, pour lui dire, mais alors c'est quoi notre position ? Madame Aubry, c'est très simple, dans le programme de votre chef, 2022, il y a le service militaire obligatoire. Voilà. Écoutez, tout ça est ridicule. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe David. Une histoire stupéfiante. Vous allez comprendre pourquoi. Qui est sur les bons rails, j'imagine. Absolument. Avec vous. Il faut que nos hommes politiques s'intéressent à OnlyFans. OnlyFans. Voilà. Avec vous, Éric Revel. Il faut jamais désespérer de la gauche. Vous voyez, il faut jamais désespérer de la gauche. Un éditorial dans le journal Le Monde, de moins en moins de références comme journal, mais de plus en plus à gauche. Et l'édito qui a fait beaucoup, apparemment, réagir en interne notamment et réagir à gauche. Et si la gauche veut regagner les classes populaires, elle ne peut plus faire l'impasse sur l'immigration. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de nous, très affectueusement, Éric Revel, qui est avec nous, Michael Sadoun et vous au 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, à un moment donné, on fera votre coup de gueule, Philippe. Juste après la pub, on parlera de quoi ? Les sénateurs LR ont fait une proposition que je trouve mais plus que surréaliste. Voilà, donc comme ça vous pourrez râler en attendant le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ? Tenez cette table là.
Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Ça me fait toujours rire, celle-là. Mickaël Sadoun, puisque vous ricanez. On va continuer un peu, c'est une chronique assez légère. Allez-y. Et la plateforme OnlyFans, bon, vous la connaissez, hein, c'est la plateforme. Qu'on réexplique sous abonnement. C'est une plateforme de création de contenu en ligne. Principalement du contenu à vocation en fait pornographique, où des gens s'abonnent exactement à des filles qui montrent leur silhouette sur Internet. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui... Mais bon, en général, c'est plutôt ça. Donc la plateforme OnlyFans va désormais demander un casier judiciaire à ses créateurs. Désormais, pour avoir le privilège de montrer ses fesses en ligne, il faudra être irréprochable sur le plan pénal. En parlant l'autre jour avec un ami, on s'est penché sur les chiffres de la plateforme et personnellement, je suis tombé sur les fesses et seulement les miennes en plus. OnlyFans compte aujourd'hui près de 400 millions d'auditeurs dans le monde et plus de 4 millions de créateurs. Un Américain sur 2 est abonné à au moins un compte OnlyFans, 1,3 milliard de dollars par an, une économie archi-florissante. La charmante créatrice Sophie Rain a déclaré il y a quelques mois, l'année dernière, qu'elle gagnait pas moins de 4 millions de dollars par mois sur la plateforme. Comme dirait l'autre, ça donne envie de s'inscrire. Je parle avec beaucoup de légèreté de ce sujet, mais en fait, il est beaucoup plus sérieux que ça. Depuis que des jeunes fans de 20 ans explosent des salaires d'ingénieurs en exhibant leur silhouette de Barbie, c'est le rapport au travail de toute une jeunesse qui a changé. Pendant que certaines amassent des fortunes en montrant leurs pieds, leurs fessiers ou en envoyant des Hello Babe à leurs abonnés, d'autres bossent dur en se demandant parfois ce qu'elles font dans leur travail. Ce qui me fascine encore plus qu'OnlyFans, c'est le silence des politiques sur le sujet. Voilà un sujet hyper concret qui change le quotidien des jeunes et jamais un homme politique pourra aborder ce sujet. Pourtant, pour comprendre la jeunesse de demain, il faudra peut-être d'abord regarder ses abonnements. J'en profite. Je profite pour vous dire que c'était le sujet de On vit pas dans la même France de Magali Barda lundi, que vous pouvez retrouver bien entendu en podcast. Ah oui. Eric Revel, c'est vrai que ça, on fait tout un drame en ce moment avec Chine. Et effectivement, quand on a ça, c'est-à-dire que ça se passe sous silence et visiblement tout le monde fait comme si de rien n'était. Oui, mais Mickaël a raison. On pourrait même étendre le raisonnement à d'autres plateformes, à d'autres réseaux sociaux. En fait, moi j'appartiens à une génération qui n'est pas du tout digital native. Donc moi ça me passe complètement au-dessus de la tête et en dessous des fesses, si j'ose dire. Vous voyez, c'est pas... mais je veux bien comprendre. Mais est-ce que, entre guillemets, ça vous trouve le cul quand même? Pardon. Bon, là je réponds pas. mais c'est vrai qu'en fait, vous avez des tas de générations maintenant, et puis pour les suivantes, ça sera la même chose, qui, j'allais dire, qui s'éduquent, qui se renseignent, qui s'informent, avec tout ce que ça comporte de s'informer sur les réseaux sociaux, et qui ne voient, qui ne lit, qui ne regardent que ça, en réalité. Donc, souvent on dit... Bon, les anciennes générations basculent dans le monde des vieux cons, mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces nouvelles générations ne vivent plus du tout sur la même planète que nous. C'est clair. Donc nous, on est un peu en train de se dire, pour certains d'entre nous, même si c'est pas le cas pour tous les sujets, mais c'était mieux avant. Mais en fait, le avant, bon, vous avez quelques réseaux sociaux, quelques plateformes qui en parlent, mais en fait, le avant échappe complètement à ces générations. Mais c'est pas que les nouvelles générations. Un Américain sur deux. C'est ça. 82 millions. Ce sont des communautés qui ne se rencontrent plus, c'est ça. Oui, mais bon, ça, alors il y a peut-être d'autres raisons. Oui, c'est assez impressionnant, mais en fait, c'est ça qui est assez traumatisant, parce qu'on parle des fractures, mais celle-ci, c'en est une absolument incroyable. Moi, je résumerais en une phrase de l'Antiquité: o tempora, o mores. Autre temps, autre mœurs. Ouais. Ça ne rajeunit pas, ça, Philippe David. Non, on est passé de Cicéron, là, on a fait un grand écart. C'était latin première, sixième, en option au bac. Eric Revel, on revient sur cette tribune dans le monde. Ben oui, j'ai été scotché, là aussi, je suis tombé sur les fesses, parce que j'ai lu dans le monde, le Monde qui est un journal de gauche, voilà, on reproche à certains médias d'être de droite, on reproche jamais au Monde ou à France Inter d'être de gauche. Bon. Et alors dans le Monde, il y a cette tribune, c'est un édito même de Philippe Bertrand, si ma mémoire est bonne, qui est donc journaliste au Monde, dont le titre est le suivant: si la gauche veut regagner les classes populaires, qu'elle a perdu, parce que les classes populaires, votre reine, si la gauche veut regagner les classes populaires, elle ne peut plus faire l'impasse sur l'immigration. Alors je vous rassure, dans l'édito, on explique évidemment que l'immigration, la sécurité sont des thèmes d'extrême droite, vous savez, le caviar bien connu, mais le fait que le Monde
pose la question de cette manière-là, ça veut dire que ces thèmes qui ont toujours été considérés comme des thèmes de droite, alors que bon, le pouvoir d'achat, le social, c'était plutôt des thèmes dont la gauche s'emparait, que dit cet édito? Il dit qu'en réalité, l'immigration ou la sécurité est un sujet central dans ce pays. Et que si la gauche veut de nouveau arriver au pouvoir, il faudra bien qu'elle se positionne sur des thèmes comme ceux-là, qui sont des thèmes avec lesquels la gauche est toujours pincé le nez, parce qu'encore une fois, c'était des thèmes qu'il fallait pas aborder. Voilà. Bon, ils oublient plein de choses. Ils oublient que Georges Marchais, premier secrétaire du Parti communiste, dans une envolée célèbre, avait tiré à boulet rouge. 80 de mémoire. Voilà, avait tiré à boulet rouge sur l'immigration légale, illégale, etc. François Mitterrand avait eu aussi des sorties très fortes sur l'immigration, sur le salariat dans ce pays. Cette gauche se réveille. Voilà, cette gauche se réveille en se disant, mais en fait, on est peut-être passé à côté de thèmes qui sont des thèmes que vivent au quotidien les Françaises et les Français. Désolé, mais elle a juste suivi la thèse de Terra Nova qui disait qu'il ne fallait plus parler aux classes populaires mais aux minorités. Résultat des courses, les minorités les ont totalement fui dans les isoloirs. Alors ça va peut-être permettre enfin de faire bouger sur ces questions, qui sont quand même des questions centrales, l'intégralité de la classe politique française. Maintenant, se réveiller en se réveillant trop tard, je pense que la gauche est en coma dépassé. Moi, je suis évidemment très contre cette note de Terra Nova, mais elle a quand même une efficacité politique qui se traduit petit à petit un peu partout dans le monde. New York, par exemple, les minorités, plus les jeunes, plus une certaine partie de l'électorat féminin, etc., fait de plus en plus bloc derrière une certaine gauche. Et si demain, elle se met à adopter des thèmes de droite, quelqu'un d'autre viendra choper cet électorat. C'est pas lui qui changera. Donc, je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer. Je ne sais pas trop. Pourtant, je pense que l'électorat des banlieues que vise la gauche mélenchoniste est très sensible à certains thèmes conservateurs, la défense de la nation, la défense de la famille, etc., une certaine vision de la société. Moi, je suis sûr d'ailleurs que c'est la droite qui devrait parler aussi à cet électorat. Mais elle est parfois un peu crispante vis-à-vis de cet électorat, notamment sur les questions de religion et d'islam. C'est un autre sujet, mais je suis d'accord sur le fond avec Éric Revel. J'aimerais que la gauche redevienne comme ça, mais stratégiquement pour elle, je vois pas très bien où ça l'amènerait. Philippe David, c'est une information pas de bol en fait. Ah non, pas de bol, mais c'est drôle. D'ailleurs, ça s'est passé à La Ciotat mercredi, donc pas plus tard qu'hier. Les policiers voient une femme qui est en train de changer sa roue parce qu'elle a crevé un pneu. Ça nous est tous déjà arrivé au volant, je suppose. Et là, bonne patte, les policiers s'arrêtent, commencent à l'aider, puis ils disent tiens, la voiture est une voiture de loc, mais tiens, elle n'a pas le permis. Et puis ils sentent une odeur un peu bizarre qui était l'odeur du cannabis. Parce que la fille faisait ce qu'on appelle un peu trivialement du Uber shit, c'est-à-dire Uber comme Uber Eats, à part que là, vous transportez de la drogue. Et quand on lit ça, on apprend que la plupart... Alors maintenant, pour se camoufler, ils font ça parfois en couple avec les enfants à l'arrière pour livrer la marchandise, mais que la plupart des Uber Sheets qui se font arrêter, vous savez pourquoi ils se font arrêter? Non. Pour de banales infractions au code de la route. C'est-à-dire, ils voient quelqu'un qui respecte pas un stop, qui passe à l'orange très mûr, voire au rouge, qui met pas son clignotant une fois ou deux de suite, et là, ils l'interceptent et ils disent tiens, il y a une drôle d'odeur, c'est un peu bizarre. Et je trouve que c'est quand même amusant parce que ils ont peut-être changé la roue, ça on le sait pas, mais en tout cas, la jeune femme est partie avec les menottes et on se dit que vraiment ils sont très ingénieux et j'ai trouvé ça un peu amusant. Les policiers bonne patte qui arrêtent une trafiquante, c'est quand même amusant. Ouais, c'est pas malin. On a envie de dire que... Fallait pas crever, hein. Ouais. Oui, non, alors en général, on choisit pas, excusez-moi. Mais je leur disais, à la PJ de Paris, il y a un service qui s'appelle, c'est les, entre guillemets, les bandits astucieux. Vous vous rendez compte comme... Ces gens sont malins, vous vous rendez compte comme ils ont toujours un coup d'avance sur nous, et ça c'est un vrai sujet aussi, forcément. Bien sûr. Oui, mais ça veut dire que pour un arrêté pour un pneu crevé, il y en a... Combien passe? Oui. Donc c'est devenu un trafic... Non mais ça veut dire qu'ils ont toujours un coup d'avance sur l'ingéniosité, sur la réflexion, sur... Je dirais aussi sur la moralité, parce que désolé, quand on fait du trafic de drogue avec des enfants dans la voiture, oui, en effet... non mais je suis pas en train de les féliciter. Non mais bien sûr, t'as raison, mais si tu veux, c'est aussi une question de moralité, c'est-à-dire que nous, on se contraint par une éthique que eux n'ont absolument pas. Et c'est ce qui nous arrête parfois. Merci beaucoup. Nous avons du surmoi. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Éric Revel avec nous aujourd'hui pour en parler, enfin en tout cas pour être notre vraie voix et parler de son livre C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, que vous pourrez retrouver peut-être sous votre sapin. C'est sur la musique. On ne sait pas. Non, d'accord, c'est sur la politique. C'est sur les fiascos de Macron. Oui, Mozart qu'on assassine, c'est le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance. Voilà, c'est ça. Il s'est pris aussi pour le Mozart de la diplomatie, pour le Mozart de tout, et en fait le bilan est à lire dans ces 250 pages pleines d'humour. Mozart Donc qui chaque fait assassiner chapitre commence par une pièce célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est ça qui est malin. C'est ça l'idée. Donc Don Giovanni. Et c'est un livre qui n'est pas du tout casse-noisette. Non, c'est Tchaïkovski. Pas mal. J'ai fait exprès. La Clémence de Titus. La flûte enchantée, c'est un préféré. La flûte enchantée, ça va magnifiquement pour Macron. Alors peut-être que lui, il aurait plutôt écrit le pipeau enchanté. C'est Papagayo. C'est Papagayo. Bon, ça y est, c'est bon, vous l'avez rhabillé pour l'hiver. Allez, on y va. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Les vraies voix Sud Radio. Et les médecins libéraux lancent un nouvel appel à la grève en janvier, François-Louis. Absolument, le syndicat des médecins libéraux appelle les praticiens à une grève de 10 jours au mois de janvier si le budget 2026 de la sécurité sociale maintient ces mesures qu'ils nomment destructrices, surtout pour l'exercice libéral. Sophie Bauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Alors, on doit s'attendre à un mouvement de grande ampleur vraiment en ce début d'année, pour le mois de janvier du moins. Ah oui, clairement, parce que là, les médecins sont complètement à bout. Si vous voulez, c'est une attaque en règle, poste par poste, vraiment secteur par secteur, indépendance professionnelle, tout y passe. Mais vraiment, tout y passe dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est vraiment le prétexte à une activité destructrice. Sophie Bauer, expliquez-nous exactement quels sont les problèmes. Si vous deviez nous énoncer finalement ce qui pêche dans ce financement. C'est multiple. D'abord, ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire, en fait, c'est le pourcentage d'augmentation du budget de la ville en général sur 2026 par rapport à 2025, c'est 0,88. Clairement, ça ne nous permettra pas de soigner les gens. On a des patients de plus en plus malades, de plus en plus âgés, par le vieillissement et par les maladies chroniques. Ça ne nous permettra pas de prendre en charge la population. Ce qui veut dire que on va avoir une détérioration majeure de la prise en charge des patients. Et ça, c'est la première chose qui n'est pas acceptable. La deuxième chose qui n'est pas acceptable, c'est d'essayer de passer en dehors de la convention médicale. On a une convention qu'on fait avec l'assurance maladie, c'est une sorte de contractualisation, si vous voulez, qui permet de prioriser certaines choses. Enfin, c'est quelque chose qui était équilibré. On a eu ça qui est paru fin 2024, après des négociations très difficiles. Et dès la PLFSS 2025, on a commencé à avoir des coups de canif dans la convention. Donc en fait, maintenant, on n'aurait que 2 mois pour négocier avec le directeur. Et si on n'est pas d'accord, le directeur de l'assurance maladie pourrait passer en force absolument tout ce qu'il veut, y compris des baisses tarifaires. Alors que je vous l'annonce, on est maintenant les médecins les plus mal payés d'Europe. Avant, on s'enorgueillait d'être juste avant l'Albanie. Et bien maintenant, les Albanais sont passés devant nous parce qu'en fait, ils ont créé un système à 2 vitesses. Et donc, ils ont créé une médecine privée qui est beaucoup mieux rémunératrice que la médecine française. Merci en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Et tout de suite, et si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez, ce qui n'existe pas bien sûr, ministre de l'Information, Fabrice Delaurent-Sainte-Marie est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir à tous et bon anniversaire à Michael. C'est gentil, ça. Ça c'est gentil, ça c'est. Un peu plaisir. C'est très gentil. Vous disiez, je serais d'accord. Mesure, bien sûr. Et comme toute première mesure, bien sûr, je ferai reconnaître d'utilité générale Sud Radio, c'est évident. Bien sûr. Vous pouvez dire n'importe quoi, on sera d'accord avec vous. C'est ça. Alors, si vous étiez ministre de l'Information, mon cher Fabrice.
Déjà, je redonnerai ces lettres de noblesse à l'information et au métier de l'information, au métier en l'occurrence de journaliste. Aujourd'hui, on confond information et communication. Ce sont deux choses totalement différentes. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde se proclame on va parler des réseaux sociaux, des choses comme ça, avec les fake news, etc. N'importe qui balance n'importe quoi en faisant de l'information. Or, l'information, c'est un métier. Il y a de l'investigation à faire, il y a un travail derrière qui est fait, et c'est un métier. Et je connais pas un autre métier, hormis celui de restaurateur, qui est plus attaqué que le métier de l'information, justement. Donc moi, je protégerai avant tout cela. On informe, et puis un autre point aussi, par rapport à l'information publique se doit d'être là pour informer et non pour justement pour communiquer et pour donner son avis. Aujourd'hui, on prive les gens de toute analyse parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'information, il y a un temps pour la communication et après pour l'analyse. Aujourd'hui, en même temps que l'information, on vous l'analyse en même temps. Et les gens, quand ils essayent d'analyser, ils répètent des fois bêtement ce qu'ils ont entendu ici à droite, à gauche, etc. Donc, ça veut dire... redonnons un petit peu la noblesse de ce métier de l'information et la noblesse de ce métier du journalisme. Ça veut dire que en matière de carte de presse, il faudrait montrer patte blanche et qu'on ne la donne pas. C'est ça à tout le monde. Mais ma chère Cécile, là, on touche à un sujet sensible. C'est exactement ça. Moi, j'ai des cas précis. Parlez-en aux photographes, aux journalistes photographes dans les enceintes sportives, qui ont toutes les difficultés du monde des fois à se faire accréditer parce qu'il y a des gens au nom de la communication, des trucs TikTok et compagnie, etc. Ils ont 10 000, 8 000 abonnés. Eux, ils arrivent à se faire accréditer en direct par les clubs, et les journalistes ont les pires difficultés à pouvoir travailler dans les enceintes. Donc c'est quelque chose qui est inadmissible. On a d'un côté des gens qui respectent une déontologie, qui respectent des règles, et de l'autre côté il y a une concurrence totalement déloyale avec des gens qui n'ont aucune déontologie, aucune règle, et puis qui prennent la place physique, même dans certains cas, de professionnels. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Éric Revel, qui a été patron d'LCI, entre autres. Oui. Monsieur le ministre, je veux bien faire partie de votre cabinet parce que je plus sois, comme dit Cécile de Ménibus. Et je rajoute aussi autre chose, c'est qu'en amont, souvent, les écoles de journalisme sont très formatées et très idéologisées en réalité. Je vais vous donner ma modeste expérience. Donc j'ai fait la carrière que Cécile rappelait, mais moi j'ai voulu passer le CFJ, qui était la plus grande école de journalisme, qui était rue du Louvre à l'époque. Donc j'ai passé les écrits aux arts et métiers. J'avais pas fait Sciences Po, et j'ai été admis aux oraux. Donc voilà, et j'ai été recalé sur une épreuve de dépêche parce que la hiérarchisation des dépêches que j'avais proposées ne plaisait pas aux profs, au jury. Et en fait, le type qui m'avait fait passer cette épreuve de dépêche, où lui il aurait voulu que je place en numéro 1 une dépêche sur Gaza, etc., etc. En fait, c'était un journaliste de Libération. Voilà. Donc, en réalité, si vous voulez, il y a déjà un écrémage idéologique qui se fait. Ensuite, les écoles, les grandes écoles de journalisme, souvent, elles placent directement dans les rédactions, plus dans le service public qu'ailleurs. Et là, vous avez une espèce de système qui s'auto-reproduit et qui est biaisé à l'origine. Je le dis parce que je l'ai vécu moi-même. Bon, ça m'a pas empêché d'être journaliste, évidemment. Mais voilà, il y a ça aussi en amont qu'il faut avoir en tête, Monsieur le ministre, parce que sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Voilà, vous avez déjà votre secrétaire d'État, mon cher Fabrice. Plus content de directeur de cabinet. Non, secrétaire d'État, ça va. Fabrice, merci beaucoup en tout cas d'avoir endossé ce rôle. Je voulais simplement dire, il ne faut pas que Fabrice désespère, parce que avec l'intelligence artificielle et la création de contenu un peu hasardeux sur Internet, les gens vont revenir au contraire aux professionnels de l'information que sont les journalistes. Et d'ailleurs, vous voyez la tendance qu'il y a dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, c'est que les gens se réabonnent à des médias traditionnels. Merci beaucoup Fabrice en tout cas d'avoir joué le jeu. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David après la pause. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la course à l'échalote de l'idée la plus stupide. Encore une fois. Ah oui, mais là, on va parler de votre patrimoine, c'est important, avec Thomas Binet. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine
Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, ce soir je vous propose qu'on aborde une question qu'on trouve toujours délicate. Peut-on investir dans le secteur de la défense tout en respectant ses convictions sur les investissements responsables? Alors traditionnellement, défense et ESG, puisque c'est le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire un critère environnemental, social et de gouvernance, ne vont pas ensemble. Ma première question, Catherine, pour vous, le débat revient sur la table. Pour quelles raisons ? En fait, pendant longtemps, effectivement, les fonds ISR, on parle d'investissement socialement responsable, et les approches ESG de manière générale excluaient automatiquement la défense. La raison, c'est que on considérait que produire des armes était incompatible avec une approche éthique. Le contexte géopolitique a changé. On pense évidemment à l'Ukraine et la question de la sécurité européenne. Aujourd'hui, on estime que la défense peut être vue comme un secteur qui contribue au S de ESG, donc le pilier social, par la protection des populations et la stabilité démocratique. Mais alors, du coup, qu'en disent les textes réglementaires européens et les labels français ? On fait de plus en plus la nuance entre deux ensembles. D'un côté, on a les armes dites controversées. Donc on va parler des armes chimiques, biologiques, les bombes à fragmentation. Ces armes restent interdites par le droit international et elles sont strictement exclues de toute démarche ESG et de l'ensemble des labels. Ensuite, on a l'industrie de défense conventionnelle. Donc on va parler de fabrication d'avions, de systèmes de protection, de matériel militaire. Pour cette deuxième catégorie, il y a un consensus qui se dégage pour dire qu'en fait, participer à la défense peut être compatible avec des critères ESG, sous condition que les entreprises respectent bien les normes de gouvernance et de transparence. Alors Catherine, concrètement, est-ce que des fonds commencent à intégrer la défense dans leur univers d'investissement responsable ? Oui, les sociétés de gestion en Europe revoient petit à petit leur politique d'exclusion et réintègrent, par exemple, l'aéronautique de défense, les systèmes de protection, mais toujours avec une ligne rouge. Les armes interdites par le droit international sont exclues. Et on a vu en 2025 plusieurs fonds qui se sont créés, qui sont plus sur la thématique de la souveraineté européenne. Et ces fonds-là intègrent une part de défense. Ce qui veut dire que du point de vue des épargnants, on peut dire concrètement qu'un fonds labellisé ISR, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par exemple, peut investir dans des entreprises de la défense ? Tout à fait. Si vous investissez dans un fonds labellisé ISR, où on peut aussi parler des fameux articles 8 au sens de la réglementation SFDR, là, vous pouvez retrouver des entreprises de la défense, toujours sélectionnées selon des critères stricts, respect des droits humains, lutte contre la corruption, empreinte carbone, gouvernance solide. Et on peut aussi parler de l'indice ESG, CAC 40 ESG. Il exclut explicitement les entreprises avec des activités dans les armes controversées, mais il intègre désormais des entreprises à double activité, et on pense notamment à Safran, qui vient de l'intégrer récemment. Alors concrètement, Catherine, pour un épargnant qui veut concilier conviction et investissement, quelles questions faut-il se poser ? Déjà une question personnelle. C'est quoi ses propres limites éthiques ? Est-ce que je suis prête à investir dans des entreprises de la défense ou est-ce que c'est une ligne rouge ? Une fois que cette réponse est apportée, il faut aller vérifier les labels, comme par exemple on a parlé du label ISR ou des fameux articles 8. Quand un fonds est labellisé, il y a un document extra-financier qui est produit et qui vous donne en fait l'ensemble des exclusions qui ont été faites. Alors pour conclure, Catherine, peut-on dire que la défense devient peu à peu, ESG compatible ? C'est encore en débat. L'investissement en défense et l'ESG ne sont pas incompatibles, pas forcément. La logique, c'est vraiment, dans un monde où la sécurité européenne est redevenue un enjeu majeur, on considère que ne pas financer la défense, c'est aussi fragiliser la stabilité et la démocratie. Donc en fait, on est bien sur le pilier S de l'ESG et ça contribue positivement à ce pilier. Ensuite, pour l'épargnant, le plus important, en fait, c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière les différents labels et d'investir en accord avec ses propres valeurs. Merci Catherine pour toutes ces précisions et je vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Philippe David, Eric Revel. Michael Sadoun a déjà écrit un livre aussi. Oui.
Il est dans ma table de chevet. Voilà. Il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti. Ah bah vous devriez. Ça fait 22 ans. Je n'écris que des articles. Voilà, c'est ça, c'est déjà pas mal. Bah, il faut les compiler. Vous aussi d'ailleurs. Compiler, voilà, je cherchais le mot. Hein bien sûr, vous avez écrit. Oh là, bon, allez. Je voudrais tout prendre d'elle. Je vous avais même interviewé. Oui, c'est vrai, c'est super. Allez. La meilleure interview que vous ayez jamais eue. Super, c'était incroyable. C'était dingue. Depuis la vôtre, j'ai tout refusé. Hein. De toute façon, je ne ferai jamais mieux, ça c'est sûr. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Pourquoi le 6e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le Sénat et que j'ai comme une impression que les sénateurs ont décidé, vous me passerez l'expression, de se tirer la bourre avec les députés pour savoir qui arrivera à faire la proposition la plus inepte. Ainsi, 29 sénateurs LR ont rédigé un rapport regroupant 17 mesures visant à lutter contre l'offensive islamiste en France. Un rapport avec des propositions intéressantes pour la plupart d'entre elles, mais dont une me semble autant stupide qu'inapplicable, l'interdiction du jeûne du Ramadan pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Une mesure qui me semble stupide, car comme le rappelle l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905, je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ». En quoi une personne qui jeûne gêne-t-elle la société ? De plus, si on interdit le jeûne du Ramadan aux moins de 16 ans de confession musulmane, va-t-on l'interdire aux catholiques qui font le carême ? Ou alors aux juifs qui font Kippour, parce qu'il y a également aussi un jeûne pour Kippour. Sachant que ces deux fêtes religieuses sont aussi marquées par un jeûne. Si on l'interdit pour une religion, il faut l'interdire pour les deux autres, ou alors c'est de la discrimination. Une loi qui est de plus totalement inapplicable. Imagine-t-on les forces de l'ordre sonner chez les gens pour contrôler s'ils ont laissé leurs enfants boire et manger pendant le Ramadan. Va-t-on demander aux enseignants de signaler les élèves qui ne vont pas à la cantine à cette période ? Et si oui, va-t-on leur faire une prise de sang et une analyse d'urine pour voir s'ils sont bien nourris et bien hydratés ? Pour ceux qui fêteront leurs 16 ans pendant le mois du Ramadan, devront-ils déclarer au commissariat, à la gendarmerie ou au proviseur qu'ils pourront jeûner à partir de tel ou tel jour ? Bref, une mesure totalement inapplicable, et je me demande même comment des gens sensés, qui ont passé des heures à réfléchir, peuvent oser faire ce type de proposition au milieu, je le rappelle, de propositions de bon sens pour la plupart d'entre elles. Ah, moi, je suis tellement d'accord. Évidemment, il faut être conscient de la réalité de l'islamisme, et on a parlé du sondage IFOP il y a pas longtemps, ça se développe, c'est une réalité en France, etc. et tout. Mais je crois que ça va créer une telle crispation dans le pays à mesure que la démographie avance, que les pratiques religieuses s'intensifient, qu'on va arriver à des propositions qui sont vraiment ridicules et qui n'ont vocation qu'à mettre les musulmans qui seraient du côté de la France contre la France. Donc, et je pense qu'il faut arrêter un petit peu le délire. On ne lutte pas contre une religion en soi ou contre des pratiques religieuses. On lutte contre une idéologie, une certaine compréhension évidemment de la religion qui s'oppose à nos valeurs et à nos mœurs. Et basta, voilà. Mais il faut être au clair sur ça, quoi. Éric Revel, c'est pas l'escalade là ? Commençons déjà par interdire aux fillettes de 8 ans de porter le voile. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de sujet. Par exemple, dans les mesures, il y a le voile à partir de 16 ans. Je dis à la rigueur, pourquoi pas, comme ça, il y aura un libre choix. On peut le supposer du moins. Oui. Voilà, parce que si on prolonge, si vous voulez, moi, le vendredi, je mange donc pas de viande, je mange du poisson. Dans ces cas-là, on va peut-être m'obliger à manger de la viande le vendredi. Pour avoir des protéines, oui. Non, mais ça tient pas délirant. Non, mais je n'avais pas vu ça dans le détail, mais c'est complètement stupide, évidemment. C'est ridicule. Je n'ai pas compris. Je dis, mais là, ils ont vrillé. Parce que une proposition comme ça, mais n'a aucun sens. Mais aucun sens. Surtout que c'est inapplicable. Oui. Mais parce qu'on sent que comme le pays se droitise, il y a certains responsables politiques qui essayent de se faire mousser avec des propositions qui veulent rien dire. Je me souviens d'ailleurs d'il y a quelques années, Gérald Darmanin qui disait qu'un signe de l'entrisme religieux en France, c'était les rayons halal et les rayons kasher dans les supermarchés. Bon, il y a un moment, il y a une population qui est sur le sol français, elle pratique sa religion. Bon, il se trouve qu'il y a des marques qui commercialisent certains types de viande qui sont conformes, je dirais, à cette religion. Est-ce que c'est un signe de l'extrémisme religieux ? Je le pense pas. Je le pense pas. Je suis pas inquiet devant un rayon kasher, ni d'ailleurs devant un rayon halal. Pareil pour moi. Je crois que là, on parle vraiment de l'écume des choses et que ça n'a aucun sens. Ça. On est bien d'accord. Merci. Mais beaucoup. juste à condition quand même, tout ce qui vient de dire est juste, mais à condition quand même que la religion, j'allais dire historique de ce pays, c'est-à-dire la religion chrétienne,
soit pas progressivement effacé. Je dis ça parce que... Mais on n'est jamais dit le contraire. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en 1981, lorsque François Mitterrand fait sa campagne avec la fameuse affiche « La force tranquille », avec un clocher. Il y a un clocher derrière, mais on a enlevé la croix. Il n'y avait plus la croix au-dessus. Donc, si vous voulez, il y a quand même cette idée... d'effacement. Oui, d'effacement, si vous voulez. Il y a quand même une idée d'effacement, que toutes les religions soient traitées de la même manière, pourvu qu'elles ne se radicalisent pas et que l'islam politique ne gagne pas du terrain. Ce qui est le cas en France, grâce aux frères musulmans. Il n'y a pas de sujet. Mais que finalement la religion chrétienne en fasse les frais. On parle moins des chrétiens d'Orient, on parle moins des chrétiens massacrés au Nigeria ou ailleurs. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, si vous voulez, on parle pas de la multitude d'attaques sur des églises qui sont pillées régulièrement en France. On n'en parle pas. Quels médias en parlent? Les médias qui sont montrés du doigt en disant qu'ils sont d'extrême droite. Mais ça existe. Combien d'églises sont pillées? Combien d'églises sont pillées en France? Combien d'incendies plus ou moins expliqués? Donc il ne faut pas que ça se fasse au détriment de cette religion. Bien sûr, je suis même favorable à l'idée du concordat napoléonien, qui est de dire que la religion chrétienne doit être la religion de la majorité des Français. Et c'est un juif qui vous le dit, donc je prêche pas pour ma paroisse, entre guillemets. Ah bon, Salomon, vous êtes juif? Pour votre synagogue. Allez, il va remettre la synagogue au milieu du ch'tet. Allez, soyez les bienvenus dans un instant, la question du soir, et on va revenir sur Gérald Darmanin qui a annoncé hier la mise en place de contrôles massifs dans tous les établissements pénitentiaires d'ici le 31 décembre avec cette question du jour. Et on vous pose cette question: Darmanin peut-il enfin sécuriser nos prisons? Eh bien, vous dites non à 85%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je dis qu'au moins ils mettent la bonne volonté et que maintenant reste plus qu'à avoir le courage. Allez, à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table avec Philippe David, Eric Revel qui est avec nous, Mickaël Sadoun et vous au 0826 300 300 avec cette question du soir, Philippe. Puis suite à 2 détenus évadés ce jeudi matin du quartier disciplinaire de la prison de Dijon après avoir scié les barreaux de leur cellule. À l'ancienne, comme les Dalton. Et les 70 téléphones portables trouvés à la maison d'arrêt de Nanterre après une inspection. En tout cas, Gérald Darmanin a annoncé hier la mise en place d'un contrôle massif dans tous les établissements pénitentiaires d'ici le 31 décembre. Et on vous pose cette question: Darmanin peut-il enfin sécuriser nos prisons? Eh bien, vous êtes très pessimiste puisque vous dites non à 85%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Puis hier soir, nous commandons des opérations de très grande ampleur dans les prisons françaises. Hier soir, j'étais à Nanterre. Oui. Par exemple, il y a eu 200 personnes à Nanterre, 200 agents de la police et des agents pénitentiaires surtout, avec des chiens anti-stup, avec des matériels nouveaux pour trouver les téléphones portables, qui trouvent même une carte SIM de quelques millimètres. Hier, par exemple, on a trouvé 70 téléphones portables. Les vraies voix Sud Radio. Alors la première information, c'est de se dire que ces 2 gars ont donc réussi à scier en tout cas les barreaux de leur prison, enfin de leur cellule. Mais ça paraît surréaliste. Oui, alors ça fait un bout de temps quand même que les syndicats pénitentiaires alertaient sur l'état de vétusté de la prison de Dijon. Maintenant, il n'y a plus grand-chose, moi, qui me surprend dans les prisons françaises. On en a beaucoup, commenté. Attendez, dans la fameuse prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, on a appris quand même qu'un type, il avait le droit de partir une journée pour répondre à une offre d'emploi. Bon, chercher du travail. Pour dans 4 ans. Oui, alors, non, parce qu'en fait, la stratégie de Marie Violo, qui est son avocate, c'est de dire, s'il a un travail, on pourrait peut-être le faire sortir plus tôt. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir quand même qu'il s'habitue à une chose, s'il trouve un travail, ce monsieur, c'est que il a été habitué à être payé en liquide, vous voyez, comme narcotrafiquant. Là, il aura un bulletin de salaire, ce sera un peu différent. Non, mais si vous voulez, maintenant, moi, je salue la gesticulation positive de Gérald Darmanin. Je vous le dis franchement, parce que par rapport à son prédécesseur, vous savez, qui se faisait applaudir dans les prisons, Dupond-Moretti, qui pensait qu'il valait mieux être du côté de l'agresseur que protéger la victime. Je trouve que Darmanin, il montre une belle vivacité. On verra si c'est efficace, mais en tout cas, il essaie de faire des choses dans les règles de la loi et du Conseil constitutionnel. Et ça, il faut quand même applaudir. On n'est plus dans la tradition de l'excuse, juste de la prévention, de la pédagogie. Vous voyez, bon, maintenant, le chiffre est extraordinaire. 70 téléphones portables à Nanterre. À Nanterre, rien qu'à Nanterre. Plus les cartes SIM.
Voilà, donc Plus ça veut les dire flux que USB. vous continuez quand vous Plus êtes... la drogue, la cocaïne, plus la le drogue, cannabis, Oui, bien et j'en sûr. passe. Vous continuez à gérer votre trafic depuis la prison, vous commanditez des assassinats depuis la prison, enfin, etc., etc. Donc il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça. Mickaël Sadoun. Moi, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, je reviens pas sur le bordel de certaines prisons, tous les scandales qu'on a eus, Colantes, les activités en plein air, les cinémas, que sais-je encore, les autotamponneuses, pourquoi pas pour les prisonniers. Je veux plus parler de Gérald Darmanin. Je pense que c'est avant tout un grand malin en politique, qui sent très bien que le pays s'est droitisé, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il n'a pas été mauvais. Mais très franchement, il a un bilan à la fois sécuritaire et migratoire qui est historiquement mauvais dans l'histoire de France. Il n'en est pas le seul responsable parce que c'est le fruit d'une dégradation continuelle depuis 20 ou 30 ans. Donc je ne vais pas l'accuser de tous les mots. Très longtemps que ça a glissé. Disons qu'il est excellent dans les faits d'annonce, mais qu'en général, il ne laisse pas un bilan impérissable dans les ministres par lesquels il est passé. Un peu au budget, il a fait le prélèvement à la source qui n'était pas mauvais. À l'intérieur, il a fait la loi sur la laïcité qui durcit un petit peu les contrôles, la police des cultes, etc., mais qui n'est pas non plus faramineuse. Puis là, à la justice, c'est pareil. À la justice, on sait ce qu'il faudrait faire. Mettre beaucoup plus de budget dans la construction des prisons et puis évidemment changer la sociologie judiciaire en cassant le système de l'ENM. Alors après, il a fait des choses. Il a avancé sur cette prison hyper sécurisée, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Alors, mais c'est des effets d'annonce tout ça. C'est quelques prisonniers sur, vous savez combien de prisonniers en France? En tout cas, ce sont les plus dangereux, ce qui est déjà... Alors, il y a de la volonté, il y a quand même une question qui se pose, parce que quand on voit les 70 téléphones portables à la maison d'arrêt de Nanterre, on se dit que combien ont pu continuer à gérer leur trafic, voire même, comme on le soupçonne pour Amra, certains contrats depuis leur cellule, ce qui est quand même complètement fou. Alors, on se rappelle des évasions par hélicoptère. Dans nombre de prisons, on a mis des filets anti-hélicoptères, c'est ça? Bon, maintenant, il y a une nouvelle arme, c'est les drones, puisque les scies pour scier les barreaux ont été apportés par drone aux deux détenus. Oui, elles ont été apportées par drone. Et toutes les prisons ne sont pas équipées d'antidrone. Hein. Bah ouais. Donc, alors, les filets anti-hélico, c'est fait. Maintenant, il va falloir passer aux filets anti-drone. Parce que vous parliez, Cécile, tout à l'heure de la criminalité astucieuse. Délinquance astucieuse. Ou délinquance, là, c'est de la criminalité, oui. Où il y a un service à la police judiciaire. Là, il va vraiment falloir faire les mesures. Parce que maintenant, c'est le drone. Et on a très facilement le permis drone. Et on peut acheter un drone. Surtout quand on voit l'argent que génère la drogue, acheter 10, 50 drones, ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien, faut être franc. Donc il va falloir passer à la submultiplier, mais ça demande beaucoup d'argent. Parce qu'à mon avis, un filet anti-drone, ça doit coûter quelques dizaines de milliers d'euros, multiplié par le nombre de prisons, ça va faire très cher. Est-ce qu'on a le budget, Éric Revel, pour tout ça, pour mettre en place ça? Je sais pas. On a commencé à parler du service militaire volontaire. Est-ce qu'on a le budget? Alors j'ai vu que le président de la République avait donné des pistes de financement, mais vous savez, il y a certains organismes publics que je vais pas citer en tant que tel, parce que bon voilà, mais qui sont sur des problèmes de financement pratiquement au mois le mois. Voilà, il y a des questions autour des allocations chômage. Il y a des questions autour de la retraite de base en ce moment. Il y a, est-ce qu'on a suffisamment d'avance, d'emprunt pour être certain dans les mois qui viennent de tout payer? C'est des sujets qui commencent à tourner, je peux vous le dire. Donc en réalité, on est proche du mur. Donc quant à pouvoir financer des choses alors qu'on n'a pas un euro de vaillant, le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, si vous voulez, il nous a... vous savez, les interviews sont cruelles. J'écoutais une interview d'Emmanuel Macron, candidat. Je crois qu'il était au micro à l'époque d'RMC de Jean-Jacques Bourdin. Il disait, je vais faire 60 milliards d'euros d'économies. Alors Bourdin lui dit, mais sur l'ensemble du quinquennat? Non. Par an. Oui. Par an. Donc ça fait 300 milliards sur un quinquennat. Bon, il a fait 1000 milliards d'euros de dette supplémentaire, Emmanuel Macron. Alors enlever le financement de la crise Covid, 300, 400 milliards. Il a fait 700 milliards de plus. Il devait faire 300 milliards d'économies. Donc si vous voulez, on est dans une situation, il faut le dire, il faut que les Français le sachent. Ou voilà, est-ce que les prestations sociales continueront d'être remboursées de la même manière dans 6 mois, dans 1 an? En fait, il faut qu'on sache, on est dans une situation financière très périlleuse. Et puis vous parliez de ce que ça coûtait. Le budget total du ministère de la Justice, c'est 10 milliards d'euros, un petit peu plus. Il faut reconnaître à Éric Dupond-Moretti qu'il a bataillé pour augmenter les budgets et il a réussi sur ça. Il y a une partie qui va
au processus judiciaire, simplement le traitement des procédures, etc. Et l'autre partie qui va exclusivement à la pénitentiaire. Si vous rajoutez rien que 1 milliard de budget, ce qui n'est pas si énorme en fait dans les caisses de l'État, rien qu'1 milliard de budget exclusivement pour la construction de prisons et la gestion avec la sécurité, etc., je vous assure qu'on peut faire déjà beaucoup de progrès. Rien que l'impôt sur le revenu, c'est déjà 90 milliards. Évidemment d'autres dépenses. Là, vous avez été à Bercy. Bon, moi je suis effaré quand je vois que depuis 3 ans maintenant, on se gourre sur les rentrées de TVA. Il y avait moins 40 milliards l'année dernière, il y a encore moins 10 milliards cette année. Comment est-ce qu'on fait de telles stats? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord le mensonge, et ça, je pense qu'ils en usent. Mais le mensonge de quoi? Sur quoi? Mensonge sur les prévisions économiques. Si vous prévoyez une trop grande croissance, et vous prévoyez des rentrées d'impôts supplémentaires. Fois, on a fait des prévisions de croissance surévaluées pour être dans les 3% de Maastricht qu'on n'a jamais respecté. Récemment, la Cour des comptes a souvent gueulé sur Bercy, et c'était la première fois qu'elle le faisait à ce point-là, en disant que ces comptes n'étaient juste pas honnêtes. Donc il y a le mensonge, et 2, il y a une telle complexité maintenant fiscale et administrative que je pense que même les fonctionnaires de Bercy sont un peu perdus dans les prévisions. Donc c'est évidemment catastrophique. Et puis sur les prisons quand même, Michael, il faut le dire, parce qu'on avait la semaine dernière le maire d'une commune ici, c'est que oui, il y a un taux de 190% à la prison de la Santé, il y a 90 détenus qui dorment par terre sur des matelas. Bien sûr. C'est scandaleux. Taux de suroccupation des prisons, 120%. Demander à un maire de bien vouloir construire dans sa commune une prison, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça, parce qu'en général la population n'en veut pas. Et il faut se débrouiller pour faire des prisons là où il n'y a pas de grande ville à côté, et voilà, c'est ce qui est proposé parfois. Avec les municipales au mois de mars, ça m'étonnerait que ça dise Philippe. Non, mais le problème, c'est que c'est assez amusant. Les maires, notamment, disent oui, il faut plus de sécurité et plus d'incarcération. Mais quand on leur demande de faire une prison chez eux, ils n'en veulent pas, ils la veulent chez les autres. Alors, à ce niveau de schizophrénie, c'est de la schizophrénie, il n'y a pas d'autre mot, ça pose aussi quand même question. Non, ça se comprend, personne n'a envie d'avoir ça à côté. Mais ça dépend. On peut les mettre dans des endroits où c'est pas très peuplé, pas très densément peuplé. C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont décalé la maison d'arrêt. Même quand c'est pas peuplé, ils n'en ont pas très envie. La maison d'arrêt Saint-Michel de Toulouse à Muret, ils l'ont mise un peu à l'écart de la ville, et ça se passe. Voilà. Merci beaucoup, Éric Revel. On vous retrouve samedi, Paris 16e à la mairie pour votre livre. Voilà, c'est Mozart qu'on assassine. Exactement. Merci beaucoup, Michael Sadoun. Merci beaucoup, Philippe David. Pas à la mairie. Dans un instant, on vous parle automobile. À tout de suite.